bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui parle du TFC, équipe remaniée ce soir. On se croirait à l'intersaison du TFC, voilà, on a des nouveaux visages chaque semaine. Donc on est là pendant 1 heure pour parler du TFC, la composition de cette 390e émission. Dans les buts, le gardien de la technique et des réseaux sociaux, il est à ma gauche, c'est Elliot. Comment il va, Elliot ? Eh ben, ça va très très bien, bonsoir tout le monde. Ça change de Vincent, c'est un gardien un peu plus jeune, j'espère avoir le même niveau que lui ce soir. Un peu plus propre aussi, ouais. Moins à l'arrache, donc on aime. Mais ravi d'être là ce soir. Eh bien on l'embrasse, on lui fait un bisou à Vincent. À ma droite, c'est le co-animateur, la première de Rémi. Comment vas-tu, Rémi ? Ben moi ça va très très bien, donc j'ai appris ma promotion il y a quelques minutes, c'est cool. Alors ça fait quoi ? Ben écoute, j'ai l'impression, comme tu disais, qu'on est en match de pré-saison là, qu'on fait quelques essais, donc on verra si après derrière le coach valide ces essais, mais très heureux d'être avec vous ce soir. Eh bien voilà, on va faire en sorte que ça se passe bien. Y a Milieu de pas de raison. terrain, on a Arthur. Salut tout le monde. Milieu de terrain attaquant, voilà. Ouais, bah ça me va. C'est une T'as promotion pas de la aussi, parce que à la base je suis latéral droit, donc milieu de terrain c'est mieux. Je suis plus exposé. Et pour coacher tout ça, donc à la technique, on a Fred. Comment il va, le Fred ? Bas plat, hein. Bas plat. Parce qu'il paraît qu'il faut parler occitan maintenant. Ah oui. Ouais. Ah oui, Tu vas me parler. Benvenguts à tous. Coucou aux absents. Et il y en a quelques-uns. Donc Sacha de dernière minute, Clément, Camille, Mathilde, Vincent, Ben, Mehdi et Oxens. Et Nadia. Et Nadia que j'allais oublier. Nadia, on te salue. Voilà, que si tu nous regardes en replay. Nadia Tolosa. Donc au programme, gros programme aujourd'hui pour ce vendredi. Donc les actus du TFC, le calendrier de l'académie, gros débat sur staff, dirigeants, supporters, manque-t-on d'ambition. Donc ce sera l'occasion pour vous de réagir si vous le souhaitez par téléphone au 05 61 80 40 40 pour venir un peu agrémenter ce débat qui risque d'être un petit peu houleux et tendu. Donc voilà, écoutez, si vous êtes prêts, c'est parti pour cette 390e émission. À samedi pour les chipots. Ah, ça fait plaisir. Oh, sacré jingle ça. On réécoute des jingles qui avaient disparu de la circulation depuis un petit moment, ça fait toujours plaisir. Je vais me tourner vers toi, Rémi. Tu vas nous parler donc des trophées FDM. Une petite nouveauté dans les actus du TFC, une nouveauté interne, puisqu'en fait on a lancé des trophées, donc des trophées feuilles de match. Chaque mois vous pourrez venir voter sur les réseaux sociaux pour le joueur du mois chez nos violets et blancs. Et on a commencé ce mois-ci avec les sélectionnés suivants, Métali, Cresswell et Boho. Pour voter, vous pouvez le faire sur Instagram, sur la story de la feuille de match ou sur votre compte X. On a besoin de vos votes. Et peut-être qu'on peut déjà, d'ores et déjà, peut-être dire notre avis un petit peu comme ça. Alors sans forcément donner des indications. Mais est-ce que vous avez une petite préférence, Elliot ? Au vu du début de saison, pour moi, Métali mérite un peu plus sur ce premier mois. Fred ? Moi, j'ai un petit... je flanche un peu pour Mackenzie. Alors ça tombe bien parce qu'il n'est pas dans les 3 sélectionnés, donc tu ne pourras pas voter pour lui. Quel rebelle. Non, je vais mettre Gbo pour... voilà. Mais Sans Arthur conviction. Ouais, je vais rejoindre Elliot, Métali de par son explosion. et Nathan. Pareil, Métali, pas grand chose à rajouter. Moi ça. On l'attendait pas et il nous a surpris à chaque match. Donc, Écoutez, n'hésitez pas vous aussi, comme je vous l'ai dit, à voter sur les réseaux sociaux. Vos votes comptent autant que les nôtres. On va partir sur le programme des internationaux. Et donc on va faire un petit tour de notre cher effectif. On va débuter avec Mario Sauer, donc notre première recrue. Un petit jingle là, non Petit jingle ? Bah ouais. Bah vas-y. Pour gagner des matchs, faut être solide, On va peut-être pas mettre la barre trop. et qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre, Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. d'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là, vous
les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! C'est le retour de la pause musicale avec des jingles de 3 minutes. C'est un jingle de 50. série TV, ça. Ben, merci beaucoup pour. Tu nous ravives des beaux souvenirs. Merci beaucoup. Vous en voulez un autre? Est-ce qu'il y en a d'autres aussi? On verra s'il faut meubler après, si on a besoin d'autres jingles. Donc on va débuter donc, ce programme des internationaux avec Mario Sauer. Donc notre premier recrue estival a fait preuve d'une assurance remarquable durant ses matchs amicaux. Titularisé à 2 reprises et capitaine des jeunes Slovaques, Mario s'est encore davantage illustré lors de cette rencontre, inscrivant un but à la 53e minute avant de délivrer une passe décisive à la 65e. Des performances qui ont largement contribué à la victoire 3-2 face aux Moldaves. On passe à nos 2 espoirs qui étaient avec l'équipe de France. Nos espoirs jouaient lundi soir la Serbie au stade du Moustor à Lorient. Et ce ne sont pas 2, mais bien 4 pitchouns qui ont foulé la pelouse lorientaise. Titulaire habituel, Guillaume Rest a gardé une nouvelle fois les cages tricolores quand Noël Djouma a fait son apparition sur la pelouse dans la dernière ligne droite du match à la 67e minute. À nos 2 joueurs s'ajoutent donc, comme je le disais, 2 anciens pitchouns formés dans notre centre de formation. Le défenseur monégasque Christian Mawissa, qui était titulaire, le monégasque, et le néo-joueur anglais de Aston Villa, Gély Canvo, entré à l'heure de jeu, oui, au retour des vestiaires. Avec près de 40% de l'effectif venant de Toulouse, nos Bleuets ont brillamment dominé leur adversaire et se sont imposés sur le score de 3-0. C'est Aston Villa ou c'est Crystal Palace? C'est Crystal Palace. Ouais, c'est veut bien pas ça. pour moi. C'est-à-dire qu'on l'a tellement annoncé à Aston Villa. Oui, non, mais 27 millions, ça fait tourner la tête. Je me Attends. suis laissé surprendre. Merci de me corriger. On va enchaîner avec Christian Cáceres, donc avec le Venezuela. Après une première défaite 3-0 face à l'Argentine, donc malheureusement ils se sont une nouvelle fois inclinés, cette fois sur le score de 6-3, donc il est un peu habitué le pauvre Christian dernièrement. Donc contre la Colombie, à noter que Christian ne figurait pas sur la feuille de match. Franck Magri, après avoir fêté son anniversaire par une large victoire, ces Lions indomptables n'ont pu confirmer, sont inclinés 1-0 face au Cap-Vert lors de leur 2e match de cette trêve internationale. Comme lors de la précédente rencontre, Franck n'était pas titulaire et entré en jeu à la 68e minute en remplacement de Georges-Kevin Nkoudou, l'attaquant d'Al Dirinaï. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais Diria. voilà. C'est bien prononcé. Voilà pour ce qui est des internationaux. On va revenir plus localement. Nathan, je te propose de faire le calendrier du week-end. Ouais, tout à fait. Donc la N3 est au repos. Les 19 se déplacent à Saint-Etienne à 11h au stade Aimé Jacquet. Les 17, donc ils reçoivent l'UJS Toulouse à 15h sur l'annexe Bristaton. Et les féminines, donc de leur côté, elles entrent en course en Coupe de la Ligue face à Rodez dimanche à 15h à Aunay, au stade Vabre. La R1, de son côté, elle se déplace à Rodez. Et les 19 vont à Marseille ce dimanche à 11h. Et dans les actus du TFC, nous avions la très attendue réunion supporters dirigeants à laquelle Nathan, en tant que président donc, de l'association des Andy Tolosa, tu as pu assister. Nous allons du coup vous en parler. Nathan, qu'est-ce que tu peux nous raconter de cette réunion qui est un rendez-vous très attendu à chaque fois, mais par contre c'était le premier, si je ne dis pas de bêtises, du moins l'un des premiers, avec la nouvelle direction. Tout à fait, donc on avait eu un premier rendez-vous déjà avec Olivier Clorec quand il est arrivé, la semaine, le premier jour de sa prise de fonction officielle au TFC. Il nous a rencontrés, donc tous les groupes de supporters. Donc on avait déjà pu avoir un premier temps d'échange avec lui et on avait convenu donc avec Maxime, le référent supporter, et donc Olivier Cloarec, des temps de rencontres réguliers. Donc il y en a un en début de saison, il y en aura un avant la trêve ou après, ça, je ne sais pas pour le moment, et un en fin de saison. Donc l'objectif c'est de se voir 4 fois par saison. Par rapport à Comolli, tu peux rappeler à tout le monde, est-ce que c'est c'est plus fréquent du coup, est-ce que avec Damien Comolli, on était sur après moi j'en ai pas fait beaucoup parce qu'on est arrivé en cours de route avec Andy Tolosa, mais c'était une en début de saison dont Fred était venu et puis une en fin de saison quoi. Il y en avait 2 max. Ouais, 2 c'est ça. Ouais. Hein. Donc là au moins ça ferait des échanges plus réguliers. Le but c'est
justement de se voir quand ça va et quand ça va pas. Et des fois, on a tendance à déclencher des réunions quand ça va pas. Donc c'est bien aussi de faire des points pour repartir sur des bonnes bases communes. Et donc voilà, cette réunion, c'était la première de la saison. Donc avec tous les groupes de supporters, hein, on va rappeler les Indians, les Visca, les Forza Viola, Viola Club, les BFS, les Oxyfans qui étaient en distanciel. Et donc nous, avec Andy Tolosa. Et tout d'abord, le président, il a exprimé, on va dire, sa satisfaction sur le début de la saison au niveau comptable. Puisqu'il rappelle que 6 points sur 9 avec le calendrier chargé qu'on a avec deux anciens Nice et Brest qui étaient européens la saison dernière et le PSG on ne représente pas donc faire 6 points au niveau comptable il en était plutôt satisfait et il a insisté sur l'importance du soutien des groupes puisqu'il trouve que l'ambiance au stadium hormis PSG contre Brest par exemple il y avait quand même pas mal de monde pour un mois d'août et voilà, il a salué le travail de tous les groupes de supporters. Ensuite, on est venu sur le vif du sujet, donc à savoir, il y a eu beaucoup de questions qui ont été remontées par tous les groupes, c'est-à-dire à savoir le projet Redbird et la gouvernance, donc en pointant du doigt en fait le manque de contact avec Redbird et les problèmes on va dire, de visibilité sur le projet long terme. Voilà, pour nous rappeler un petit peu le débat qui va suivre après. Donc lui, Olivier Cloiret, il a rappelé qu'il était le principal interlocuteur et représentant de Redbird aujourd'hui. Voilà, il a appuyé sur le fait que s'il a choisi Toulouse, c'est que le projet aussi qu'il a été vendu voilà, l'a intéressé. Et là, il a pointé du doigt aussi, il a mis en avant que Redbird s'engageait voilà, avec les travaux du centre de performance. Puisque même Olivier Cloiret l'a rappelé, tout le monde le rappelle, mais c'est pas digne des infrastructures d'un club professionnel. Donc là, il a mis en avant le fait que Redbird était quand même impliqué de ce côté-là dans le projet. Ensuite, au niveau de la politique, on va dire sportive, le mercato, il a rappelé que les revenus des transferts ils sont pas directement réinvestis dans du transfert. Pas à 100% en tout pas cas. à 100%. On va pas. Voilà, tout le monde le sait qu'il y a eu des pertes liées à la crise des droits télé. Donc les clubs aujourd'hui ils sont dans une sécurisation financière avant de réinvestir totalement ce qu'ils perçoivent d'un transfert dans l'achat de nouveaux joueurs, quoi. Il a mis en avant le dossier Gifterman où économiquement on n'a pas pu suivre, tout simplement. Il a dit qu'on était devant pendant un moment et puis qu'un club est arrivé, ils ont proposé un salaire que Toulouse qui dépassait les grilles salariales du TFC et donc il est parti ailleurs et il a noté quand même une satisfaction dans le fait que dans l'équilibre de l'équipe, c'est-à-dire qu'on a eu 5 départs majeurs qui ont été compensés par 5 arrivées et il est satisfait d'avoir su conserver les cadres et voilà, il a dit qu'en fin de mercato on l'a tous subi mais c'était plus ou moins compliqué de s'imaginer garder la même ossature, mais voilà, il est content d'avoir gardé des restes, des Cresswell, des Caceres, des Gboho. Au niveau de l'objectif sportif et le projet Europe 2027, donc c'est revenu sur la table. On a repris les mots de Comolli. Merci Comolli. Les groupes ont repris les mots de Comolli pour savoir où c'est que ça en était aujourd'hui ce projet Europe 2027. Donc on l'avait déjà dit à l'issue de la rencontre en juillet, il ne fera pas de promesses, Olivier Cloiret. Donc pas de promesse de qualification européenne à court terme. Il a rappelé le fait qu'il y a une forte concurrence et qu'il y a 2 ans encore, il n'y avait pas 2 acteurs dans cette course-là, à savoir Strasbourg et le Paris FC, peut-être pas cette année mais sur du long terme, qui vont rajouter de la complexité à batailler avec des équipes qui sont déjà devant. Oui, largement. En termes de budget, il n'a pas voulu donner de faux espoirs au groupe, sans dire qu'on allait jouer le maintien. Voilà. Il a trouvé un juste milieu, quoi. Et ensuite, il a fait un constat intéressant. Il a classé, on va dire, il a fait 4 groupes d'équipes. Donc le PSG, lui qui est un groupe à lui tout seul.
le groupe des Européens, que je ne vais pas présenter en rajoutant Strasbourg et le Paris FC. On va dire un troisième groupe d'équipes calibrées pour jouer le milieu de tableau, à savoir Toulouse, Auxerre, Nantes et Brest. Et un groupe 4 avec des clubs plutôt en difficulté financière. On l'a vu notamment avec leur mercato, que ce soit Lorient, Metz, Le Havre et Angers. Ensuite, il y a eu d'autres sujets qui ont été abordés, notamment au niveau des sanctions collectives et des replacements des supporters en virage. Donc, il n'y a pas eu de promesse qui a été tenue, mais voilà, les Indians ont fait part aussi de leurs attentes. Et des difficultés concernant les toilettes féminines. Oui. Voilà, puisqu'il y avait eu des gros problèmes lors des... Je ne sais pas si c'était Brest et le PSG ou que le PSG. Il y avait eu des gros problèmes, et notamment aussi au niveau des fouilles, où il y avait peu de membres de la sécurité féminine. Donc ça a été remonté. Ça reste un problème en tout cas. Ça reste un problème ça reste à ce un jour. problème, et bon, ouais, ça a été dit. Ils vont essayer de travailler avec la mairie aussi pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et enfin, la réunion, elle est assez courte, à 1 heure, donc pour traiter de tout ça. Voilà, la durée d'une émission presque. Déjà qu'on est frustré, vous pouvez imaginer qu'avec le président et beaucoup de groupes, c'est court. Ouais, ça devait être dense hein, quand même. Hein. Et la réunion s'est terminée avec la prise de parole de chaque groupe concernant leur vision du TFC idéal en fin de saison. Donc ça, on voit, il y a beaucoup de points qui convergeaient, c'est-à-dire avoir un peu de spectacle au stadium. Ah, vous avez été gourmand quoi. On a dit un peu quand même, mais d'avoir de la communication avec le club, et voilà, d'avoir une visibilité, notamment du projet Redbird. Voilà. En gros, c'est vraiment ce qui est ressorti du côté de tous les groupes de supporters. Donc voilà un petit peu les échanges. On n'en apprend pas grand-chose, puisque c'est beaucoup de choses qui ont été dites en fait en réunion d'avant-saison. Mais au moins il reste droit dans ses bottes. Il a repris aussi le fait que la préparation avait été compliquée, en mettant en avant le fait que c'était des adversaires de calibre supérieur, mais qu'il avait une crainte que la confiance soit entachée en début de saison, et que justement ces 2 victoires d'affilée en début de championnat l'ont quand même beaucoup rassuré sur l'implication du groupe. Donc voilà, on part sur des bases, pour le moment c'est positif, à voir quand ça ira peut-être un peu moins bien. Mais voilà, en tout cas c'est positif en termes de communication et de souhait de lien maintenu dans le temps, et d'essayer d'être un peu dans la transparence. Alors ça je sais pas trop jusqu'où ils pourront aller, mais je trouve ça intéressant en tout cas. Par contre on a un gros axe d'amélioration à la lumière de ce que tu viens de dire et à ce qu'on a vécu sur les 2 premiers matchs au stadium. Il y a quand même des soucis d'accueil des spectateurs et donc des supporters, puisque je crois que c'était contre Brest, il y avait eu des soucis avec l'histoire de l'eau, tout ça, il faisait chaud, etc. Et là, Paris, tu dis que voilà, il y a eu des soucis aussi sur les sanitaires, entre autres. Ouais. Voilà. Il a repris Séville aussi, où il a dit le club s'est viandé total sur l'organisation. Ouais, c'est bien. Pardon, il a assumé, c'est bien. Ouais, ça, tout le monde a assumé pour dire ils n'ont pas compris pourquoi ça mais ils ont travaillé dessus, mais ils se sont dit voilà que il n'y avait rien qu'à aller. Quoi. Donc niveau supporter, c'est un axe important ça, l'accueil au stade, presque plus que le reste, je dirais. Dans le cadre de cette réunion, puisqu'en général ça reprend, comme tu as dit Nathan, ça reprend ce qui se dit soit en conf de presse les jours précédents. Je pense que c'est plus pour se présenter. Il est venu se présenter aux supporters, puisqu'on le voit très peu au final. Dans la presse, on le voit très très peu. Donc c'est une manière de se présenter. Il arrive. Voilà. Mais il a du pain sur la planche quand même à Toulouse. Ah ben, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et d'ailleurs, voilà, on va, à moins que
Vous ayez d'autres réactions pour Avant- toi? Est-ce que tu as des... Non, oui, parce qu'effectivement, on s'en est servi pour notre débat. Mais alors, je sais pas s'il y a des réactions par rapport à tout ça, Elliot. Mais, Alors, juste, on a un petit problème sur X. alors, on dit tout. Ah, Non, on a un petit problème sur X, c'est juste qu'on voit pas les messages. Donc, s'il y a des gens qui envoient des messages sur X, on pourra pas les voir. Donc, si vous voulez, venez sur un autre réseau, sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, comme vous Créez-vous un voulez. compte. Voilà, c'est ça exactement. Venez. Mais mis à part ça, non, il y a pas de commentaires. Et dans les actus du TFC, nos confrères de la Dépêche du Midi ce soir pour l'édition de demain ont sorti du coup un entretien avec Carles Noël Martinez qui pour la première fois du coup a pris la parole sur le mercato estival et donc a jugé ce mercato estival, alors sans trop donner d'éléments effectivement, puisque vous pouvez le découvrir sur internet déjà ce soir et vous pourrez le retrouver dans l'édition de demain. Alors après la petite pirouette qui disait qu'il aurait préféré être un club de première ligue et avoir plus de moyens. Alors est-ce que c'est un tacle discret? Ça, je vous laisserai le soin de le juger par vous-même. Mais il estime qu'effectivement le bilan est plutôt bon sur ce recrutement, que le club a trouvé un bon équilibre, l'équilibre lui semble compétitive et que justement on a incorporé de nouveaux joueurs, notamment avec beaucoup de jeunes, amène de la fraîcheur, de la concurrence et de l'émulsion aux entraînements. Vous pourrez découvrir ça demain, donc comme je disais, dans la Dépêche du Midi. Et donc Nathan, on va effectivement passer Au débat. sur le débat. Alors le débat, c'est va-t-on jouer l'Europa League? Ah, Non, on rappelle l'intitulé du débat. Supporters, staff, dirigeants, manque-t-on d'ambition? On en a. oui, c'est bon, c'est réglé. On va faire un petit tour de table là pour savoir, voilà, oui ou non, et ensuite on développera. Non, c'était une blague. Moi, je dirais non, sans développer. Rémi, Mais en fait, elle est compliquée cette question. Alors, on va faire un tour de table, ça va vite. Alors, pardon. Donc, oui ou non dans l'état actuel, non. ok. Je développerai plus tard. Elliot, tu peux dire oui ou non avec la tête, hein? Ah oui, bah c'est vrai qu'on te voit. Et Fred, est-ce qu'on manque d'ambition pour toi? Moi, je dirais oui. Ah. Non et oui. Ouais, tu me l'as mangé, le oui, là. Le oui. Comme ça, on n'est pas tous d'accord quand même. Si vous voulez, comme on a parlé justement de la réunion avec Olivier Cloirec, on peut partir déjà du point de vue des dirigeants. Donc déjà, Olivier Cloirec, lui, considère que le TFC fait partie on va l'appeler le chapeau 3. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc c'est-à-dire les clubs qui représentent le milieu de tableau dans le championnat de France. Selon vous, est-ce qu'il a raison de rester prudent? Parce que on peut avoir l'impression, sur les années qui passent, enfin les années passées, quoi, on était peut-être à ça de basculer vers. Alors, je dis pas jouer l'Europe, mais là, on a souvent parlé Septième place. on a souvent parlé de la 8e, Oui. la 9e place. Celle-là, elle est quand même assez proche. Non. Alors pas toi. On a souvent parlé justement de, voilà, on s'était mis à rêver en se disant bon, est-ce qu'elle peut être accessible? Donc est-ce que justement à l'heure actuelle, voilà, il a parlé de l'arrivée de nouveaux fonds dans des clubs comme Strasbourg, comme le Paris FC. Est-ce qu'il a raison de rester prudent, notre ami Olivier Cloirec, Arthur? Oui, il a raison de rester prudent. Si on peut le voir en plusieurs points, mais déjà rien que sur la partie budget. J'ai pas vu les chiffres de cette année, mais je pense qu'on sera quand même dans les 5 derniers. Donc on n'a pas non plus le même budget aussi important que certains qui jouent. 14e budget. 14e, d'accord. Donc 14e, je sais pas si lui c'est le 4e championnat ou le 3e en fait. 14e place, c'est peut-être les 4 derniers, donc c'est peut-être censé être le championnat des ceux qui luttent contre la relégation. Donc nous on a quand même ce budget là, mais je sais pas ce qui fait que, mais on peut quand même jouer sur le milieu de tableau. Moi je trouve que c'est déjà suffisamment ambitieux au vu de tout ça, au vu des pertes de joueurs qu'on a régulièrement et le fait qu'on achète des jeunes, on le sait hein, pour la précarité financière des droits TV, des jeunes qui sont à potentiel. Donc à chaque fois ça nous redemande de remettre un peu la machine en marche et il y a au milieu de saison, fin de saison, on est un peu à l'équilibre, on arrive à performer, c'est pas suffisant, il faut être opérationnel d'entrée de saison.
On l'était pas. On a quand même 6 points sur 3 matchs. Ça, c'est quand même presque une surprise pour moi. Mais On est actuellement européen. on est actuellement européen. Mais voilà, Faut le noter. peut-être qu'on a eu un peu de réussite. On n'a pas volé ces points-là, mais peut-être qu'on a eu un peu de réussite. Moi, je serais plutôt de l'avis d'Olivier Clorec de rester sobre, humble, et il vaut mieux être agréablement surpris. De se dire qu'on joue le milieu de tableau, on accroche 8ème, 9, 8, 7, c'est génial. Plutôt que dire dans 4 ans, on jouera l'Europe. Ça, c'est un peu flou, ça veut rien dire pour moi. J'aime pas. Voilà. On a une politique de vendre avant d'acheter. Donc, d'obliger les clubs à avoir une balance positive. Sans gros investisseurs, voilà. Est-ce qu'avec la crise du foot français, est-ce qu'elle est en train de condamner, on va dire, les clubs moyens ? Est-ce qu'on peut, nous, se permettre de rêver ? On l'a vu dernièrement qu'on pouvait rêver sur un accident. On voit qu'il y a des clubs comme Brest qui ont pu accrocher avec des champions. Mais de manière générale, je vais me tourner vers toi, Rémi. Est-ce que la crise du foot français actuel condamne les clubs moyens ou les clubs de bas de tableau ? Mais il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des clubs qui sont capables de surinvestir, il y en a qu'un en fait. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un. Alors peut-être il y en a un deuxième effectivement avec l'Olympique de Marseille, mais je ne connais pas exactement leur balance là, sur cet été. Mais globalement, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la crise du foot français ou autre chose oblige les clubs de toute façon à vendre pour investir derrière. C'est pas propre au TFC, c'est propre à 95% des clubs de Ligue 1. D'accord ? Par rapport à ça, bon, peut-être qu'effectivement j'enlève le Paris FC, mais c'est une anomalie Paris FC cette saison sur la Ligue 1. Et effectivement, tu as cité Strasbourg, effectivement j'y réfléchis maintenant, qui forcément a une balance, mais c'est deux anomalies entre guillemets. Maintenant, est-ce qu'ils tiendront dans la durée ? Ça après on verra plus tard. Mais il faut pas avoir honte de ça. Je pense que le TFC est un club qui travaille bien, mais depuis longtemps. Il ne faut pas s'arrêter à Redbird ou autre chose. Le club TFC a toujours bien travaillé financièrement. C'est pas un club sur les 20 dernières années qui a été très inquiété par rapport à ça. Et au niveau des résultats, pour reprendre ce que disait Arthur au départ, c'est que quand tu es 14e budget de Ligue 1, il ne faut pas se leurrer. Un parcours à la Brest, ça peut arriver. Et le TFC va faire des coups encore une fois cette saison. Et peut-être à commencer, et ça va nous surprendre tous, dimanche à Lille. D'accord ? Parce que le TFC a une équipe, a un entraîneur qui effectivement est capable de faire ces coups-là. Ils l'ont montré régulièrement. Et en termes de coups, oui, on a connu quelque chose qui était incroyable de gagner la Coupe de France. Donc peut-être que ça nous a un petit peu leurré par rapport à l'ambition du TFC sur l'année N+1, voire même N+2. Mais aujourd'hui, on est rentré dans le rang. Mais est-ce qu'on est vraiment inquiet ? La réponse, elle est non. Est-ce qu'on va faire des coups ? La réponse, elle est oui. Donc j'ai envie de dire par rapport à ça, est-ce qu'on manque d'ambition ? Non, par rapport à nos moyens. Maintenant, on n'est pas à l'abri de faire un parcours plus qu'honorable par rapport à nos situations, parce que je pense qu'il y a des clubs qui sont dans des situations qui sont bien plus compliquées que nous aujourd'hui. Tu as vraiment changé cette saison, Rémi. Ça, Je te reconnais plus, tu Rémi. vois, ça le fait d'être co-animateur avec toi. T'as vu comme ça T'es change adouci. un peu les... Ouais, c'est effectivement. fou. Non mais voilà, après, moi j'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur le TFC sur ce point-là, parce que sur ce point-là, et en plus, Clorec, je pense, est vraiment dans ce mood-là. Autant moi j'étais pas un grand fan de Comolli sur sa com, tout ça, etc. Moi le projet Europe 2027, bon bref. Mais je trouve qu'aujourd'hui c'est assez cohérent. Maintenant, on a peut-être envie, effectivement, d'autres choses. J'en sais rien, effectivement. Quand on est supporter, on a certainement envie d'autres choses. Oui, alors moi je suis Rémi sur ce point-là. La cohérence, bien sûr, 14e budget, tu ne peux pas annoncer en début de saison, je vais finir 3e ou 4e. L'ambition sportive, elle est cohérente. Donc on peut, vu le niveau de la Ligue 1, tu peux avec cet effectif-là, en effet, comme le dit Rémi, il aime bien ce mot, tu peux surperformer au classement. Tu peux faire un 8-7 et un petit parcours en Coupe de France qui enrobe tout. Donc niveau sportif, l'ambition elle est cohérente. Moi j'ai envie de dire que l'ambition elle n'est pas seulement sur le terrain, elle est aussi à côté. On a parlé tout à l'heure des infrastructures. Je pense que c'est vraiment là où il faut qu'on soit ambitieux.
Et il faut qu'on réengage très vite les travaux sur le centre de performance. Les réengager très vite pour finir le plus rapidement possible, bien sûr, et entamer quelque chose. Alors, j'ai envie de dire que le projet Europe 2027, j'ai envie de le remplacer par le projet Centre de performance 2028, quoi, qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions, d'attirer des jeunes, donner envie à des jeunes, même à des joueurs de l'extérieur quand ils visitent les installations. Des fois, ça peut jouer, hein, les installations. Tu arrives sur Toulouse mi-juin, il fait beau, tu vois, il fait un petit 20 degrés. Il a clairement dit ça, Chlorec. Voilà, donc, 20 degrés en juin, n'importe quoi. Non, mais tu vois. Il a clairement dit que quand tu arrives et que tu vois les Algeco, Et là, tu arrives, tu peux voir ça, tu te dis tiens, voilà, j'ai un club confort, quoi. Et donc moi, j'aime de dire que le manque d'ambition, il est là, et c'est là qu'on doit axer. Alors, je sais que c'est compliqué, les installations à Toulouse, c'est compliqué parce que c'est pas géré seulement par le club. Il y a aussi, bien sûr, problème de budget, hein, puisque Comoli, avant de partir, avait lancé comme un SOS, quoi. Mais il faut bosser là-dessus, sur le centre de performance. Tu as parlé justement du centre de performance. Il y a aussi le manque de spectacle au stadium, le bricolage dans les compositions, les coups ratés lors du mercato. On a parlé tout à l'heure de Gift Orban. Est-ce que, en l'état actuel des choses, on peut espérer faire mieux que l'an dernier? Non. 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 Catégorique. Très bien. Ouais, non. Difficile cette question. C'est philosophique, hein, je vous fais réfléchir un peu. Moi, je pense qu'on peut faire aussi bien. Ouais, c'est pour ça je réponds non à mieux, moi. En fait. Après, à peu près pareil. L'an dernier, finir 9, c'est mieux que 10. Voilà. Par contre, si tu finis 7, oui, là, il y a... Après, l'an dernier, vous avez des clubs qui ont sous-performé. Je pense, on finit devant Rennes, non, l'an dernier, ou ils passent devant? Je sais plus. Je sais même plus s'ils nous repassent devant avant la fin. Tu vois que tu as des clubs aussi qui... Oui, qui ont quand même sous-performé. Hein. Si on veut faire mieux, il va falloir vraiment... Il va falloir clairement surperformer et faire une très bonne saison. Même, j'ai envie de dire, concours de circonstances et tout, quoi. Et dans ce sens-là, avec cet effectif aussi, est-ce que... Pas de blessés, tu vois, que tout se goupille. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations encore sur l'effectif, parce que les recrues, aujourd'hui, à part Sauer, en fait, il y en a aucun qui joue, réellement. Qu'aujourd'hui les jeunes, à l'instar de Metallic, je vais certainement pas taper dessus, mais est-ce qu'on est effectivement sur quelque chose qui va durer dans la longueur? Donc il y a encore beaucoup de points d'interrogation qui peut-être étaient moins présents l'an dernier, parce que tu avais ce socle, Siro, Abouklal, enfin tous ces joueurs-là qui étaient là depuis 2-3 ans. Là tu as quand même, il le dit d'ailleurs quand on en parlait tout à l'heure de l'interview qu'il fait pour la Dépêche du Midi, il le dit, j'ai beaucoup de nouveaux joueurs, alors ça amène de l'émulsion, mais je vais le dire à sa place, ça amène aussi peut-être des incertitudes. Donc grâce à lui, vous m'avez compris, je trouve qu'effectivement Carles Noël Martinez peut faire un formidable boulot si effectivement il arrive à tirer la quintessence de ce nouveau groupe tout jeune. C'est un peu ce qu'on lui demande depuis plusieurs années. Hein. Oui, mais il avait plus de matos avant. Oui, plus de stabilité, peut-être plus de base, quoi. Ouais. Là, il a quand même beaucoup de jeunes. Il peut candidater chez Monsieur Bricolage avec tout ce qu'il a fait. Mais depuis, clairement, tu lui files une truelle, c'est bon. Non, mais pour un entraîneur de sa trempe, moi je pense que c'est bien. Hein. Moi j'ai une interrogation sur lui. Quand il dit qu'il est content, je pense que c'est ça. Hein. Et puis voir cette année aussi. Il sait qu'il a du pain sur la planche, il va falloir bosser, faire progresser, et je pense que il aime ça. Voir aussi l'après Comoli, c'est-à-dire que Comoli, on sent qu'il avait aussi beaucoup la main sur le sportif. Aujourd'hui, c'est Bézani qui a pris ce rôle-là, mais Comoli, il cristallisait peut-être un peu aussi. Est-ce qu'il faisait ce qu'il voulait aussi, Carles? Ça, je ne sais pas. Donc à voir justement s'il a d'autres idées en tête, s'il peut mettre en place aussi d'autres choses. Moi, en tout cas, il parle plus quand même. Alors j'ai peur d'une chose avec Carles Noël Martinez, mais on aura l'occasion certainement d'en reparler sur un débat du vendredi. Ça va être sa motivation sur le fait qu'il est en fin de contrat à la fin de saison. Et que va-t-il en être en fait en janvier, février, mars en fait, parce qu'à ce moment-là, lui il saura s'il est prolongé ou pas.
Et j'ai cette petite crainte là en fait. Moi, j'ai pas d'inquiétude concernant ça parce que S'il regarde ailleurs, il sera plus forcément focus sur le TFC. un peu moins, mais quand même le jour de la naissance de son premier enfant, il est resté au stade, il est même pas allé la voir. Donc, il avait 3 ans de contrat. en vrai, moi, je pense que son degré d'implication et de détermination, il est pas discutable. Ouais, moi, À terme, je sais pas. moi, je suis comme Arthur. Moi, j'ai. Enfin, bon, vous le savez, moi, c'est un gars que j'adore et j'ai envie de lui faire. Je lui fais confiance sur le professionnalisme de son taf, quoi, jusqu'au bout. Quoi. Ouais. Messieurs, pour clôturer ce débat, on est tous des supporters, donc on va recueillir l'avis du supporter. On va même aller au-delà de ça, ça va être la minute philosophie, j'ai envie de dire. J'ai 2 questions. L'une, c'est est-ce que c'est mauvais de s'enflammer? Parce qu'on a tendance, nous, à vouloir vibrer. On a vibré pendant 5 ans, on a gagné des trophées, on a joué l'Europe, on a tapé Liverpool. Et est-ce que se montrer réaliste sur les ambitions, ça peut nous empêcher de vibrer émotionnellement? Qui se lance? Non, ça n'empêche pas. C'est 2 choses très différentes. Parce que là, on réfléchit au calme sans être dans l'émotion. On analyse. Ça permet d'être réaliste, d'être concret et de ne pas faire des plans sur la comète. Et ensuite, il y a l'autre partie, la partie émotionnelle du football, qui peut être vraiment très dissociée du reste. Et ça, on le voit, je sais pas, en périphérie de match, les jours de match, au stade, sur les DEP. Est-ce que sur les 25 000 personnes qui sont revenues depuis quand on avait fait 10 000 ou 12 000 avant de descendre en Ligue 2, est-ce que de se dire un club qui se pérennise en Ligue 1, est-ce qu'il n'y a pas un blocage? Est-ce qu'on recherche vraiment autre chose que le sportif quand on est supporter du TFC? À 25 000 supporters, c'est lapsus, à 25 000 spectateurs, il n'y a pas que des supporters dans le stade. Voilà, ça c'est important de le préciser. Ça c'est une donnée importante. Donc effectivement, ces gens-là ne vont pas s'enflammer. Ces gens-là, alors, j'ai pas envie de les critiquer parce qu'il y a des nouveaux supporters, de nouvelles générations ou autre chose. Il y a effectivement le développement de tout ce qui est le côté business du TFC. Le TFC a vendu beaucoup de places. Et de plaire à un autre public aussi. Notre public, Oui, quelque chose clairement. avec des produits qualitatifs en termes de place, en termes de prestations, etc. Donc il va falloir que le TEF en fait jongle entre ces 2 camps. Mais c'est le propre de ces stades bien remplis. Ouais. Ils ont le même problème à Lyon, ils ont le même problème à Paris. Mais est-ce que c'est un problème? Pas forcément. Je pense que moi je suis surpris. Je terminerai là-dessus sur le fait que ça se stabilise en fait à 25 000. Franchement, très sincèrement. Post Coupe de France, tout était beau, c'était facile. Derrière, il y avait la Coupe d'Europe, etc. Et de voir qu'aujourd'hui, un Brest, on fait 24 et des poussières, si j'ai bonne mémoire. Un vrai rituel chez les gens avec le club, je pense. Moi, je trouve que c'est une belle réussite. Ouais. C'est une belle réussite. Ouais. Les gens en arrivant au stade, ils ont leurs habitudes. Maintenant, c'est vrai que le parvis, il désemplit pas, il est toujours rempli 2 heures avant. Tout à fait. Donc, à voir effectivement si pendant 5 ans on joue. Je pense qu'on sous-estime le public à Toulouse, mais depuis des années. Tout le monde parle de Toulouse, terre de rugby, oui. Mais c'est terre de foot aussi, quoi. Je veux dire. Et avec 7 victoires en 2 ans, quand même, faire autant de taux de remplissage, ça c'est quand même un marqueur. Alors je veux bien que les gens de la com au TF sont bons, mais c'est quand même un marqueur fort. 16, donc ouais. Et je crois qu'on a eu 3 victoires il y a 2 ans, 4 l'année dernière. Donc 7 en 2 ans. Et comme dit Rémi, tu as 26 000 personnes en plein milieu du mois d'août. Avec 0 spectacle. Tu reçois Brest, bon, certes, qui sort d'une campagne européenne, mais c'est pas clinquant quoi, sur le papier. Voilà, donc c'est quand même un marqueur, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des touristes qui étaient à Toulouse et qui sont venus? Donc ça veut dire que tu intéresses, tu vois. Tu viens pas voir un Toulouse-Brest si t'es en vacances. Je sais pas, si. Sinon c'est mauvais signe. Quand tu vas, je sais pas, moi quand je vais à l'étranger, je suis capable d'aller voir, un Braga, je sais pas quoi, si je vais au Portugal, tu vois. Toi t'es fou, toi. Non, bon. mais bon. On va enchaîner par contre, messieurs. Mais je pense qu'on sous-estime Monsieur, il n'a pas entendu. Le terreau de foot à Toulouse et qu'il ne faut pas avoir honte de dire j'aime le TFC, je suis supporter du TFC. C'est le propre de supporter de s'enflammer, on va terminer là-dessus. Coucou Camille. Elliot, on va juste terminer avec les réactions avant de passer sur la preview de Lille TFC. Ouais, bien sûr, on a quelques commentaires, certains positifs, d'autres négatifs.
On va commencer par le positif, parce que c'est plus drôle. C'est Camille qui nous dit que justement, nous en tant que supporters, si on ne s'enflamme pas, personne ne le fera. Et qu'il faut globalement avoir de l'ambition. Après, on a ABCD Goat 31 qui nous dit qu'on manque de budget et que si on doit vendre tous nos meilleurs joueurs, il ne voit pas comment on peut avoir de l'ambition. Ou on a encore Fabien qui nous dit que vu le mercato, il pense que si on se maintient sans se faire peur, c'est déjà une bonne chose. Et voilà, après c'est tout pour les commentaires. Non, mais après tout se tient. Hein. Y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de bonne réponse à cette question. Eh bien, on va basculer sur la preview de Lille TFC avec un joli jingle, on l'espère. Ah. Europa League, Europa League, Et donc dimanche, c'est le retour de la Ligue 1 que nous apprécions et que nous aimons. Et nous jouons donc à Lille, mais on vous donne rendez-vous donc ce dimanche au Danube à partir de 14h. Parce que attention, le match est à 15h et pas à 17h15. Nous ne sommes pas dans le multiplex. Pour vivre ce match tous ensemble et pour cette occasion, la feuille de match vous régale puisqu'il y aura des clés USB de virage sonore disponibles au Danube avec une petite remise si vous l'achetez là-bas. De plus, on vous fera gagner une lors du quiz. Oh, ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Donc soyez au rendez-vous au Danube, c'est l'occasion de reprendre les bonnes petites habitudes. Alors les bonnes petites habitudes, c'est également la preview de ce match. On va la faire d'abord entre nous et puis on accueillera dans un deuxième temps Raph, journaliste au Petit Lillois, qui nous parlera du LOSC. Alors entre nous, on sait que le LOSC est un sérieux client, candidat au moins aux places européennes. Et puis c'est un club qui tourne bien depuis quand même pas mal de temps. Vous attendez à quoi comme match, messieurs? Très rapidement, un petit tour de table. Est-ce que vous attendez à un match compliqué? Est-ce que vous pensez que le TEF peut faire un coup? Très rapidement entre nous, Arthur. Ça va être compliqué, mais vu qu'on est le TEF, on est imprévisible, on peut faire un coup, peut-être un match nul, pas la victoire. Elliot? Quand on voit le dernier match de Lille, c'est pas très rassurant, honnêtement. Mais c'est pas eux qui avaient gagné. 7-1, 7 buts en une mi-temps contre Lorient. Ouais, voilà. c'est bon, tranquille, quoi, ça va. Mais bon, faut toujours espérer, faut toujours avoir de l'ambition, hein, comme on a dit juste avant. Mais non, je pense qu'on peut. Je viens de voir TFC 0, LOSC 3 dans le chat, donc ça m'a désespéré. Mais non, globalement, il faut avoir de l'ambition et je pense qu'on peut accrocher un nul au moins. Fred, tu t'attends quoi comme un match dimanche? Moi, je pense que Lille, on a toujours aimé batailler avec Lille. Parce que Lille, c'est pas une équipe flamboyante qui aime dominer son adversaire, mais plus en l'étouffant, tu vois. Et nous, on aime bien résister à ça. Et on a quand même une assise défensive. Non, je m'attends à souffrir, mais on a des qualités pour bien résister, quoi. Et Nathan? Moi, je m'attends à avoir un visage conquérant, un peu comme ce qu'on a vu en début de saison, et même face au PSG par moment, pas pendant le premier quart d'heure, mais plutôt le reste qui a suivi. Et voilà, j'espère limiter la casse, parce que mine de rien, il y a une armada offensive à Lille qui est assez impressionnante. Et pourquoi pas, sur un malentendu, ramener un point. On a parlé tout à l'heure qu'on pouvait être une équipe d'exploit par moment, donc je ne m'attends pas à grand chose, mais voilà, on croise les doigts pour amener un petit quelque chose. Deuxième petit tour de taille, pas de taille. Le groupe sera annoncé demain. On peut espérer peut-être effectivement avoir un groupe quasiment au complet. Avec peut-être le point d'interrogation de Francis effectivement qui pourrait rentrer pour la première fois dans le groupe. Donc est-ce que déjà au niveau de la composition d'équipe, est-ce que vous attendez à avoir, messieurs, et on va nous faire un tour de table, peut-être la composition qu'il y avait depuis les 2 dernières journées, ou est-ce que vous voyez peut-être des changements? Elliot, peut-être, pour commencer. Des réactions aussi d'ailleurs. Ouais, mais en fait, je viens juste de voir un article de l'équipe qui disait que Abou Francis et Rafik Messali seraient intégrés dans le groupe ce week-end. Oh, quelle bonne nouvelle. Voilà, c'est pour ça. Merci pour cette nouvelle. Alors on verra demain effectivement oui. groupe. Mais non, je pense que ça va être une compo basique, comme on a l'habitude de voir, sans réel changement. Avec Sidibé piston? Non, avec
Oui, donc avec pas si Donum. classique que ça en fait. Oui, bon, écoute, je dis ce que je veux, ok. Non, je rigole. Non, mais avec une défense avec Sidibé, Cresswell et puis Mackenzie, puis un Nicolaisen Donc sur le banc. Nicolaisen qui sortirait du coup. Ouais, sur le banc, ouais, pour Ouais, moi. parce que Vous êtes d'accord? ouais, Sidibé Piston, on voit que c'est pas possible. Non, ouais. Alors, les efforts, c'est très compliqué, les allers-retours, c'est compliqué. Et puis, on l'a dit, Lille, ça se projette très vite vers l'avant. En transition, enfin, c'est des tueurs, quoi. Lille. Ouais, ouais. Et donc, derrière, ce serait le mettre en difficulté. On a besoin question- de contre-attaquer rapidement. La en question fait. est de savoir ton axe aujourd'hui, qui c'est qui saute. Et là, c'est très compliqué. Nicolas Hyssen, moi je vous dis la remettez même Nicolas chose. Hyssen, capitaine. Je vous rappelle que c'est le capitaine officiel. Mm. Vous remettez Nicolas Hyssen sur le banc malgré l'avoir mis titulaire contre. Oui, contre parce que ça fait un an qu'on joue sans lui et on n'est pas à un match près. Moi j'ai pas envie qu'il se pète. Il y a eu Il est 15 trop jours, quand précieux. même, hein. Il y a eu 15 Ouais, jours mais bon. entre-temps Il a de le statut, préparation, mais- d'entraînement. Mais quand t'as 3 axios qui sont à des niveaux. Pour moi, ça bouge Ouais, pas. C'est la même compo que Paris. Ouais, mais on voit, Sidibé. Ouais. C'est- On a besoin de vitesse sur les Ou alors pistons. tu densifies un peu avec Sidibé et tu redescends, tu viens l'aider, tu viens parce que on voit que ça risque d'être très très compliqué pour lui dans cette configuration là quoi. Ça va être quoi nos armes si on veut marquer un but? Ça va être les contre-attaques et la vitesse sur les côtés. Hein. On a Oui. besoin- Après c'est vrai qu'effectivement, on a du monde sur le banc. Est-ce que vous. Alors, juste très rapidement, avant qu'on ait Raph au téléphone, justement, ces recrues, est-ce qu'on a envie de les voir un petit peu plus? Pourquoi pas par rapport à l'entrée de Hidalgo Il y notamment. a aussi Emerson aussi qui Emerson. risque d'être dans le groupe Ouais. pour la première Mais fois. Hidalgo pour les entrées qu'il fait en fin de match où il apporte beaucoup je trouve dans les déplacements, il réveille un petit peu une attaque des fois qui est en difficulté. Pour le récompenser, pourquoi pas lui offrir une première titularisation. Après c'est compliqué parce qu'il y a des joueurs installés devant. On a Donum aussi qui a été justement un peu plus en difficulté face au PSG. Donc à voir potentiellement. Après je sais pas au niveau des attaquants étant donné que bon il y a pas eu d'entrée en jeu de Vignolo non il est rentré me semble. Non, il n'est pas rentré Non. sur le. Non. Et Emerson non plus qui n'a pas joué. Je pense qu'on va partir sur du Magri titulaire avec une entrée peut-être en fin de match d'Emerson ou de Vignolo. Mais pourquoi pas, oui, voir de nouvelles têtes. Hein. Elliot. Par rapport à Emerson, juste rebondir, après on laisse Raph parler, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour le faire démarrer. Il vient à peine d'arriver. Bon, après, s'il s'est bien intégré, bon, bah, tant mieux, autant en profiter. Mais dans un match comme ça, contre un adversaire comme celui-ci, je pense que ça serait bien de le laisser un peu au chaud, de voir ce que ça donne et de faire entrer déjà les recrues qu'on a pu recruter auparavant. Alors, ça ferait beaucoup d'offensifs sur le banc quand même, pour le coup, en termes d'équilibre. Ouais. Il y aurait du monde. On peut laisser la parole à Raph. Voilà, mais on est en direct avec Raph normalement, journaliste au Petit Lillois. Raph, est-ce que tu nous entends? Tout à fait. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Est-ce que rapidement, même si tu es un habitué de l'émission, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que tu peux te représenter ainsi que ton média, le Petit Lillois? Raphaël Marquand, journaliste pour le média Le Petit Lillois, qui est un média qui traite uniquement de l'actualité du LOSC. On est un mixte entre, j'aime bien dire ça comme ça, un mixte entre le compte fan et le gros média. Donc, on traite toute l'actualité tout en étant très très présent sur les réseaux sociaux pour discuter avec tout un chacun. Le LOSC, justement, que vous suivez, c'est un club qui, vu de l'extérieur et notamment de chez nous, on en a parlé d'ailleurs juste avant que tu arrives, c'est un club aujourd'hui qui fait partie des cadors de cette Ligue 1, qui travaille très bien. Est-ce que vous, en fait, vous avez cette impression de force, je dirais, de force tranquille au LOSC actuellement? Je vous ai écouté depuis tout à l'heure et j'aimerais répondre à l'un de vos auditeurs qui écrivait sur Twitter. Il me semble que il se demandait si on peut avoir des ambitions, si on vend beaucoup de joueurs. Et faut savoir qu'à Lille, on a appris à vivre avec. Et donc on a encore perdu beaucoup de joueurs cet été et pourtant on a toujours de l'ambition. Je pense que c'est en grande partie parce que on est peut-être l'un des gros clubs de Ligue 1, mais on vit dans notre coin, on pose de problèmes à personne, on ne crée pas des scandales tous les week-ends comme nos amis dans le sud. Et on fait notre petit bonhomme de chemin sans rien dire.
On va le rappeler justement, cet été, effectivement, il y a eu la vente notamment d'un joueur qu'on connaît très bien à Toulouse, c'est Bafo Diakité. Il y a aussi également eu le départ de Zegrova, il y a eu également Il nous le manque départ déjà. de Jonathan David, entre autres. L'arrivée de Giroud, je voulais qu'on en parle un petit peu là, de cette arrivée-là. Quel début pour lui avec ses buts, effectivement, lors des premières journées. Ouais, c'était assez impressionnant. On ne s'attendait pas à ce qu'il claque aussi vite et surtout à ce qu'il donne autant. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Je l'ai vu dès la préparation avec un match amical contre Dortmund. Dortmund qui avait décidé de jouer 45 minutes à fond pour son retour, pas à la compétition, mais pour son premier match après la Coupe du Monde des clubs. Et il avait couru comme un gosse de 18 ans, 19 ans qui faisait son premier match et il avait le sourire alors qu'il se faisait bousculer par tout le monde. Et en fait, c'est comme ça à chaque match. On a l'impression de voir un jeune qui retrouve du plaisir et ça se voit aussi par des buts. Il est célèbre encore comme n'importe quel autre joueur alors qu'il en a par centaines. Donc c'est un vent de fraîcheur et en même temps il apporte énormément d'expérience dans le vestiaire. Il parle beaucoup aux jeunes. Il encadre et c'est très précieux. Plus généralement, est-ce que justement tu peux nous parler de ce mercato lillois cet été et notamment quelles sont les premières satisfactions de celui-ci? Alors le mercato, il commençait sous le signe de l'inquiétude parce que on a perdu beaucoup de joueurs libres, notamment un certain Jonathan David qui était notre seul vrai attaquant depuis le départ de Burak Yilmaz en 2022. Donc ça faisait 3 ans qu'on s'appuyait sur un seul homme. Et en plus de lui, il y a Bafo qui est parti. On le regrettera. Chevalier, que je n'ai pas cité d'ailleurs aussi en introduction, mais c'est quand même un départ important. Chevalier aussi, tout à fait. Et puis même Gudmundsson, Ismaili. On a dû reconstruire une équipe. Et pour ça, le LOSC a finalement enchaîné les paris, que ce soit des paris d'expérience. Je pense à Olivier Giroud et Chancel Mbemba. Et des paris. Il y a Nathan Ngoy qui pour l'instant est très très bon et remplace Bafo Diakité dans l'axe. Il y a Hamza Egaman qui est censé seconder Olivier Giroud et qui a fait une entrée fracassante à Lorient. Il y a vraiment des bons petits paris pour l'instant, des joueurs qui ont montré de belles choses. Et puis il y a toujours Benjamin André au milieu qui est toujours si important et des jeunes aussi qui doivent grandir. Je pense à Ayoub Bouhadi qui était déjà la saison dernière mais qui veut montrer encore plus. Mathias Fernandez Pardo. Donc c'est un peu un mix entre des nouvelles têtes, des jeunes qui doivent confirmer et des cadres qui doivent encore faire leur boulot semaine après semaine. Si on parle des coulisses du LOSC justement, pourquoi ça marche en fait le LOSC, ce recrutement-là parce que pour le coup, c'est vrai que de saison en saison, y a cette crainte effectivement de perdre des joueurs, mais finalement le LOSC en termes de résultats est hyper régulier. Donc c'est quoi la petite recette? Parce que c'est pour un ami, c'est pour un ami qui s'appelle Olivier Coarec, mais même s'il bosse bien, mais c'est quoi les recettes du succès du LOSC? Alors je ne pense pas avoir toutes les clés du succès, ni Lille d'ailleurs, mais je pense qu'une grande force du LOSC, c'est de prendre le temps. Quand je vois dans d'autres clubs des joueurs qui partent après 1 an ou 6 mois, et ben à Lille, il n'y a pas ça, même s'il y a des échecs. Par exemple, il y a un certain Håkon Haraldsson qui a vécu une première année galère à Lille. C'était très compliqué, qui est aujourd'hui devenu l'un des tauliers de notre attaque. Mais il lui a fallu 1 an avant de se mettre dans le bain et à être vraiment bon. On a le temps à Lille, on a le temps d'évoluer, de grandir. On a un club qui permet aux joueurs de grandir dans un environnement sain. Et puis avec tout ça, on a des équipes très exigeantes. Olivier Étang en est le symbole. Il répète tout le temps qu'il recrute des hommes avant de recruter des joueurs. Et donc il veut vraiment qu'il y ait un collectif qui joue les uns pour les autres. Et ce n'est que si le collectif brille que les joueurs pourront briller et potentiellement voir plus haut. C'est un collectif, c'est des individualités qui progressent ensemble pour s'épanouir eux-mêmes dans un groupe et plus tard. Et puis un sacré bâtisseur, on n'en a pas parlé encore, mais c'est l'entraîneur. Aujourd'hui, vous avez effectivement l'un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Quel regard tu as, je dirais, sur lui?
Tout à fait, c'est finalement le genre de profil qu'on cherche à Lille. C'est ce qu'on avait eu à l'époque avec Claude Puel, ce qu'on avait eu avec Rudy Garcia lors de ses débuts, avec Fonseca aussi, c'était un peu comme ça, hein, des entraîneurs qui aiment faire confiance aux jeunes, qui aiment donner leur chance aux joueurs qu'ils méritent, et Bruno Genesio est encore là-dedans. Il rajoute en plus un peu de folie, parce qu'il n'hésite pas à mettre des compositions expérimentales face à des gros clubs. Je pense au fait que l'année dernière, on a débattu l'Atlético de Madrid avec Mohamed Bayo en pointe. Voilà. Rien que ça, c'est quelque chose. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il n'y a pas un seul joueur qui vous dira du mal de son management. C'est un coach qui est très très proche de ses joueurs, qui essaye toujours de les écouter au mieux et d'avoir un traitement juste. Ce qui fait que ils se battent aussi pour lui. L'objectif, c'est la Ligue des Champions. C'est une de ces 3 places-là, à nouveau cette saison. Alors, si vous allez le demander aux dirigeants lillois, ils vont vous dire non. Mais si vous êtes dans le vestiaire, c'est clairement l'ambition. Et si on va reparler du match de dimanche maintenant, qui nous intéresse. Alors nous, on parlait un petit peu du groupe là avant de t'avoir. Au niveau du LOSC, le groupe de dimanche, est-ce que tu as peut-être déjà quelques petites infos à nous donner? Est-ce qu'il y a des absents ou des retours? Alors, je vais commencer par les bonnes nouvelles. Il y a 5 retours, contrairement à la semaine dernière. Alors, des bonnes nouvelles, ça dépend pour qui. Mais, ouais, tout je est une parle question de mon point de vue, hein. évidemment. Il y a Olivier Giroud qui a laissé son adducteur tranquille pendant 2 semaines et qui est de retour. Il y a Moukao, André Gomez, il ne devrait pas jouer beaucoup, et Ethan Mbappé non plus, mais ils sont là, et Thiago Santos aussi. Ça fait 5 retours, et par contre, dans les absents, il y a notamment l'absence de Thomas Meunier qui a été opéré à l'aine. Il était gêné à ce niveau-là depuis quelques semaines. Ce qui fait qu'à droite, ce sera soit Mandy, enfin en défenseur droit, ce sera soit Aïssa Mandy, donc assez lent, soit Thiago Santos, qui n'a plus joué un match depuis le Real Madrid en octobre. C'est dire. Donc ça peut peut-être être le point faible pour nous. Alors, transition de tout de trouver, puisque c'était la question que je voulais te poser après derrière. Est-ce que justement il y aurait quelques points faibles quand même dans cette équipe du LOSC que le TFC pourrait effectivement utiliser pour peut-être effectivement tenter de faire un résultat? Le point faible du LOSC, ça reste sa défense pour l'instant. Quand on regarde l'équipe, sur les 5 postes défensifs avec le gardien, il n'y a qu'un titulaire qui est resté, c'est Alexandro. Ce qui fait que contre Brest, on a pris 3 buts. Contre Monaco, on a eu quand même pas mal de chance avec 15-20 premières minutes de rodage où il fallait prendre ses marques. Donc ça reste l'un des gros défauts lillois, d'autant plus qu'à droite, ce sera expérimental. Même si Mandy arrive souvent à être fiable et à faire le taf, ça reste moins conquérant que Thomas Meunier, encore plus offensivement. Mais le point faible, s'il faut en citer un, c'est vraiment l'assise défensive qui doit encore développer des automatismes, se comprendre et être à 100%. Donc si par exemple Toulouse s'organise en contre, il y aura des opportunités. Quel regard d'ailleurs tu as sur le TFC vu de l'extérieur? Alors Toulouse, c'est toujours l'équipe avec laquelle on est sûr d'avoir une bataille. Alors, on l'a vécu à Lille, où c'est toujours très accroché comme à Toulouse, où c'est parfois pris des petites tôles. C'est toujours l'équipe un peu chiante, mais qui joue malgré tout, qui joue toujours. Et ça, c'est quand même plaisant. Vous parliez de supporterisme tout à l'heure. Moi, j'ai envie de dire que Toulouse est une ville de sport et ça se sent aussi par le foot. Donc, en tout cas, c'est toujours très plaisant de vous accueillir. Et par contre, je reste dans l'inconnu vis-à-vis de votre collectif qui a beaucoup changé. Je trouve quand même, en tout cas, c'est l'impression que j'ai de l'extérieur de ces derniers mois, voire années. Pour conclure notre échange, un prono justement pour dimanche? Alors, ça va être très accroché. Mais je vais quand même tourner du côté lillois avec une victoire 2-1 dans la difficulté. Alors pour ce qui est de notre équipe, vous pourrez retrouver les pronostics demain sur les réseaux sociaux si je ne dis pas de bêtises.
Et on va te remercier du coup, Raph, d'être venu à nous parler de l'équipe du LOSC. Bonne Merci saison à vous. C'est un plaisir chaque match. On se retrouvera du coup au match retour. Et Nathan, je vais te laisser conclure l'émission. Tout à fait. Merci Raph. Merci, Raph. merci Raph et merci à Avec tous plaisir. de nous avoir suivis. Merci à vous tous autour de la table d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dimanche au Danube pour commenter. À partir de 14h. À partir de 14h pour commenter ce Lit TFC avec des clés USB virage sonore à gagner. Et ensuite, on débriefera ce match mardi dans l'émission à 20h. Et on, Sur a Radio aussi Occitanie. on a aussi une petite annonce quand même. Et oui, par rapport aux émissions le vendredi, c'est ça Fredo? On t'écoute. Alors, c'était un peu la dernière du vendredi dans les studios de Radio Occitania, en tout cas. Puisque, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais Radio Occitania a besoin de créneaux pour caler des émissions en occitan, puisque c'est quand même de base une radio régionaliste et donc qui bénéficie d'aides publiques pour diffuser des émissions en langue régionale. Donc notre créneau du vendredi a été choisi pour ces émissions-là. Donc c'était la dernière du vendredi dans les studios de Radio Occitania. Le mardi, on reste à Radio Occitania. Mais vous inquiétez pas, le vendredi, on va se débrouiller très rapidement pour vous proposer toujours le même genre d'émission, quoi. Évidemment, on Alors, vous tient informé nous, au plus vite voilà. pour les émissions du vendredi, ne vous inquiétez pas. Merci Voilà. beaucoup pour le mot de la fin, Fred. Après, on était prêt à faire les émissions en occitan, mais malheureusement. Ouais, tu sais, Les cours, c'est long. on est Allez, capable, bo- tu sais, à coup de, comme on l'a dit avant, à coup de face cagate, Bonne, du bonne- con, tout ça. bonne soirée à tous. Tu peux nous T'as mettre un meuble petit parce jingle de fin, qu'il faut que je Fred, trouve si le ça bon te- jingle pour finir. Bah, tu prends celui que tu veux, comme Ouais, d'habitude. je vais prendre, allez, celui-là, quoi. Salut tout le Allez, monde. ciao, Allez, bonsoir. Salut. Bonne soirée. Salut.